Imaginez que vous découvriez un horrible secret de famille qui pousse un pasteur à couper la virilité de son père dans un accès de rage. Une trahison perverse brise tout ce en quoi il croit, et une vie de confiance est détruite en un instant. C'est l'histoire d'un homme pour qui la foi et la famille étaient tout, jusqu'à ce qu'une vérité brutale bouleverse son monde. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire effrayante, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires de crimes réels provenant des recoins les plus sombres de la nature humaine. Le pasteur Elijah King, 42 ans, était l'incarnation de la dévotion dans sa communauté de Floride. Connu pour ses sermons enflammés sur la foi, la famille et les valeurs morales, le ministère d'Elijah attirait des centaines d'adeptes qui le voyaient comme un phare de justice. Son dévouement à son Église et à sa famille lui valait l'admiration de beaucoup, et beaucoup le considéraient comme l'exemple vivant des vertus qu'il prêchait. Naomi King, 38 ans, était le pendant parfait d'Elijah, gracieuse et posée. Elle savait équilibrer ses rôles d'épouse, de prédicatrice et de mère dévouée de leurs 5 enfants, Abigail, 16 ans, Elijah Jr., 14 ans, Noah, 12 ans, Sophie, 9 ans et Micah, 6 ans. La présence de Naomi dans la communauté était constante, dirigeant l'école du dimanche, organisant des collectes de charité et soutenant le ministère d'Elijah à chaque étape. Ensemble, ils présentaient l'image d'une famille bénie par la foi, vivant une vie à laquelle d'autres ne pouvaient qu'aspirer. Au cœur de leur fondation spirituelle se trouvait le diacre Henry King, le père d'Elijah, âgé de 65 ans, ancien respecté de l'Église. Henry avait passé des décennies à servir comme diacre et comme guide moral pour la congrégation. Son influence sur l'éducation d'Elijah fut profonde. Dès son plus jeune âge, Henry avait inculqué à son fils un profond respect pour Dieu, un engagement envers la famille et une adhésion inébranlable aux Écritures. Elijah rendait souvent hommage à son père lors des sermons, le louant comme le rocher sur lequel leur famille avait été bâtie. La famille King était très active. Abigail, 16 ans, était réfléchie et motivée par ses études, aidant souvent au programme pour les jeunes de l'Église. Elijah Jr., 14 ans, était réservé mais attentif, toujours prêt à donner un coup de main pendant les services religieux. Noah, 12 ans, était l'enfant curieux et joueur de la famille, tandis que Sophie, 9 ans, était connue pour sa sensibilité et son désir de plaire. Le plus jeune, Micah, 6 ans, était la lumière de la famille, choyé par tout le monde et parfaitement inconscient des complexités de la vie. Les dîners du dimanche chez Henry étaient une tradition familiale très appréciée. Ces rassemblements commençaient souvent par des lectures des Écritures et des prières sincères dirigées par Henry lui-même, suivies de discussions animées sur l'Église et la communauté. Pour Elijah, ces moments étaient une source de fierté, un symbole du lien fort qui unissait la famille King et de leur dévouement commun à leur foi. Un soir au dîner, la famille King s'est réunie autour de leur table à manger, profitant d'un rare moment de rire et de convivialité. Abigail, leur aînée de 16 ans, a pris la parole avec enthousiasme. « Pour mon projet de généalogie à l'école, j'ai pensé que ce serait amusant si nous faisions tous un test ADN. Nous pourrions en savoir plus sur nos ancêtres, peut-être même retrouver des parents éloignés. » Ses jeunes frères et sœurs, Elijah Jr., 14 ans, Noah, 12 ans, Sophie, 9 ans et Micah, 6 ans, étaient tout excités et faisaient part de leurs suppositions sur des lignées royales cachées ou des origines familiales mystérieuses. Elijah, toujours favorable au projet de ses enfants, souriait chaleureusement. Cela semble être une excellente idée. Ce sera quelque chose que nous pourrons faire tous ensemble. De l'autre côté de la table, le sourire de Naomi pâlit. Elle tendit la main vers son verre d'eau, ses doigts tremblant légèrement. « Je ne sais pas, Elijah, dit-elle doucement. Ces choses ne sont pas toujours exactes et peuvent être envahissantes. » Sa voix s'éteignit lorsqu'elle jeta un coup d'œil à Henry, qui était assis à la tête de la table, son expression sévère habituelle inchangée. « Allez, Naomi, dit Elijah en balayant son hésitation. Quel mal y a-t-il ? Ce n'est qu'une activité familiale amusante, et ce sera bon pour le projet d'Abigail. » Il tendit la main et la posa sur la sienne, lui offrant un sourire rassurant. « Nous n'avons rien à cacher, Naomi. » Naomi le regarda un instant, son expression indéchiffrable, avant d'acquiescer lentement. « D'accord, dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Les enfants applaudirent quand Elijah sortit son téléphone pour commander les kits ADN. Henry fit un sourire pincé mais ne dit rien, sirotant son café en silence. Quelques semaines plus tard, les résultats arrivèrent.
Abigail rassembla tout le monde avec enthousiasme autour de l'ordinateur pendant qu'Elia se connectait au site web. La salle bourdonnait d'excitation alors qu'ils exploraient les origines ancestrales du rapport, les liens historiques et les parents éloignés. Mais alors qu'Elia parcourait les résultats, son front se fronça. Quelque chose ne collait pas, attendez, dit-il en se penchant plus près de l'écran. Cela signifie que je ne corresponds à aucun des enfants en tant que père biologique. Il rit nerveusement en secouant la tête. C'est évidemment une erreur, probablement une erreur de base de données. Naomi se figea, sa main se resserrant autour du bord de la chaise. Le regard d'Henri se tourna vers Elia, son visage calme mais sa mâchoire visiblement serrée. Je vais contacter l'entreprise, dit Elia, sa voix ferme et posée. Ils ont probablement mélangé les données. Il se leva de la table et embrassa Naomi sur le dessus de la tête. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Au cours des jours suivants, Elia contacta la société de généalogie, soulignant l'erreur dans leur rapport. Il expliqua le problème en détail, confiant qu'il reviendrait avec une correction. Mais quand la réponse arriva, il fut sous le choc. Nous avons vérifié 3 fois les résultats, expliqua le représentant de l'entreprise au téléphone. Il n'y a pas d'erreur. Le père biologique des enfants n'est pas vous, et les marqueurs correspondent à un autre parent proche dans les échantillons que vous avez soumis. Le cœur d'Elia se serra. Il leur demanda de confirmer à nouveau, mais la réponse resta la même. Il raccrocha le téléphone et resta silencieux, stupéfait. La seule correspondance possible parmi les échantillons soumis était son père, Henri. Le poids de la révélation l'écrasa. Son esprit se remémora les moments subtils des fréquentes visites d'Henri, la façon dont Naomi devenait silencieuse dès qu'il était là, sa résistance initiale au test ADN. Tout commença à prendre un sens terrifiant. Ce soir-là, Elia rentra chez lui, tenant les résultats ADN imprimés. Naomi était dans le salon, en train de plier du linge. Il jeta les papiers sur la table, le visage rempli de fureur et d'incrédulité. « L'explique-moi ça » demanda-t-il d'une voix froide et tranchante. Les yeux de Naomi se posèrent sur les papiers, puis sur Elia. « De quoi tu parles » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Les résultats de l'ADN » s'exclama Elia. « Ils disent que je ne suis pas le père de mes enfants, mais ils disent aussi qu'il y a un autre partenaire dans notre famille. Tu veux bien m'expliquer ça ?» Le visage de Naomi pâlit alors qu'elle agrippait le dossier de la chaise pour se soutenir. « Il doit y avoir une erreur, bégaya-t-elle. « Ce n'est pas possible. » Elia se pencha plus près, la voix plus haute. « Ne me mens pas, Naomi. Je suis retournée à l'entreprise. Ils ont vérifié qu'il n'y avait pas d'erreur. Alors je te le demande à nouveau, explique-moi ça. » Naomi s'effondra, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle s'enfonçait dans le fauteuil en sanglotant. Elle avoua un sombre secret qu'elle avait gardé enfoui pendant des années. Au début de leur mariage, Henri l'avait contrainte à avoir une relation sexuelle. Son influence et son autorité la faisaient se sentir impuissante à résister, et les abus avaient continué pendant des années. « Tous les 5, murmura Naomi, la voix brisée. Ils sont tous à lui. Je ne savais pas comment les arrêter. Je ne voulais pas te détruire, Elia. » Elia recula en titubant, la pièce tournant autour de lui. La femme qu'il aimait, le père qu'il vénérait, ils avaient brisé sa vie de la manière la plus personnelle et la plus dévastatrice imaginable. Il sortit en trombe de la maison, l'esprit en proie à une tempête de rage, de trahison et d'incrédulité. Elia King était assis seul dans sa voiture cette nuit-là, le poids de la confession de Naomi pesant sur lui comme une force physique. Son esprit s'emballait, chaque pensée étant plus sombre et plus chaotique que la précédente. La vie qu'il avait construite, sa foi, sa famille, son ministère, n'étaient que mensonges. Ses enfants, sa fierté et sa joie, n'étaient pas les siens. Sa femme, la femme en qui il avait eu confiance par-dessus tout, était prisonnière d'un horrible secret. Et son père, l'homme qui l'avait élevé, guidé et lui avait appris à vivre selon la parole de Dieu, était un monstre. Les émotions arrivaient par vagues, choc, douleur, incrédulité, puis une colère si aveuglante qu'elle lui coupait le souffle. Il serrait le volant jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches, les larmes coulant sur son visage tandis qu'il criait dans la voiture vide. « Pourquoi ? Comment ont-ils pu me faire ça ?
Il frappa le tableau de bord avec ses poings, la frustration bouillonnant. Il conduisit pendant des heures, les rues de sa paisible ville de Floride étant vides sous le clair de lune. Des souvenirs de dîners de famille, de sermons sur le pardon et des moments qui, selon lui, définissaient sa vie parfaite, envahissaient son esprit, désormais teinté de trahison partout où il se tournait dans ses pensées. Il était confronté à des mensonges. À l'aube, Elia se retrouva garé au bord d'un lac, les yeux fixés sur l'eau dans le calme du matin. Sa douleur commença à se transformer en quelque chose de plus froid, de plus aigu, de vengeance. La trahison était trop grande pour être pardonnée, les blessures trop profondes pour être guéries. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule façon de rendre justice à cette situation. Son père et sa femme devaient payer pour ce qu'ils avaient fait. Il commença à planifier, la clarté de ses pensées le surprenant. Il avait passé des années à prêcher le pardon, mais le pardon n'était plus une option. Son cœur, autrefois rempli de compassion, brûlait maintenant du besoin de vengeance. Il se repassa la confession de Naomi encore et encore, chaque mot renforçant sa détermination. Quand Elia rentra chez lui, il était étrangement calme. Il ne parlait pas beaucoup à Naomi, qui avait passé la nuit à pleurer dans leur chambre. Il ne pouvait pas regarder ses enfants sans ressentir un vif chagrin, sachant qu'ils n'étaient pas les siens, mais il les aimait toujours intensément. Cet amour ne faisait qu'aggraver sa colère. La soirée était chargée de tension quand Elia rentra chez lui. Naomi était assise seule dans le salon, son visage pâle et anxieux, strié de larmes. Elle avait passé toute la journée à s'agiter, redoutant l'inévitable confrontation. Elia entra dans la pièce en silence, les yeux sombres et sans émotion, un couteau de cuisine caché dans sa main. Naomi leva les yeux, son visage se tordant sous un mélange de peur et d'espoir. « Elia, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je sais que tu es blessé, mais nous ne pouvons pas, ne le faisons pas. » N'essaie pas d'arranger ça avec des mots, interrompit-il, sa voix basse et glaciale. Tu as tout détruit, Naomi. Tout. Naomi se leva, se tordant les mains tandis que les larmes commençaient à couler sur son visage. J'étais prise au piège, Elia. Je ne savais pas comment l'arrêter. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Le rire d'Elia était acerbe et amer, coupant ses paroles comme le couteau qu'il tenait. Et tu ne voulais pas me faire de mal ? Tu l'as laissé violer notre mariage, engendrer mes enfants et s'asseoir à notre table comme si de rien n'était. Tu m'as menti tous les jours, Naomi. Elle tomba à genoux, sanglotant de façon incontrôlable. S'il te plaît, Elia, je t'aime. Je t'aime. Nous pouvons arranger ça, arranger ça. Elia s'énerva, et sa rage éclata enfin. Ça ne peut pas être réparé. Tu m'as condamné à vivre dans le mensonge, et maintenant tu vas en payer le prix. D'un mouvement soudain et sauvage, il enfonça le couteau dans sa poitrine. Naomi halta, les yeux écarquillés de stupeur lorsque la lame déchira son corps. Le visage d'Elia était dépourvu de pitié lorsqu'il sortit le couteau et frappa à nouveau, cette fois dans son abdomen. La pièce résonnait du bruit essoufflant de la chair qui se déchirait et de ses cris d'angoisse. Naomi essayait de ramper, son sang s'accumulant sur le sol, mais Elia était implacable. Chaque coup de couteau était alimenté par des années de trahison et d'humiliation. « Tu aurais dû me dire la vérité, hurla-t-il, la voix tremblante de rage. Tu aurais dû l'arrêter. » Quand Naomi se retrouva enfin immobile, son corps gisant sur le tapis imbibé de sang, Elia recula, haletant. La rage qui l'habitait ne s'apaisa pas, elle changea simplement de point de mire. Il restait encore une personne à qui il fallait rendre justice. L'air du soir était lourd alors qu'Elia se dirigeait vers la maison d'Henri, serrant fermement le volant. Son esprit était parcouru de pensées de trahison et de vengeance. L'image de sa femme gisant sans vie lui restait gravée dans la mémoire. Il n'avait plus rien à perdre, et la justice à ses yeux exigeait du sang. En faisant irruption par la porte, Elia trouva Henri assis à la table de la salle à manger, une tasse de thé à la main et sa Bible ouverte devant lui. Surpris, Henri leva les yeux. « Elia, que fais-tu ici » demanda-t-il, sa voix teintée de confusion et d'une lueur de peur. Le jury délibéra pendant plusieurs jours, mettant en balance les circonstances horribles et la brutalité des crimes d'Elia. Au final, ils rendirent un verdict de culpabilité pour 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Le juge,
conscient de la complexité de l'affaire mais lié par la loi, condamna Elia à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les enfants d'Elia, désormais orphelins, furent séparés et placés dans des familles d'accueil, chacun luttant pour accepter les horribles vérités sur leur famille. La famille King, autrefois admirée, devint un récit édifiant et obsédant, un rappel brutal de la façon dont les secrets cachés et la trahison peuvent déchirer même les vies les plus pieuses. Alors qu'Elia King sortait du tribunal, les chaînes aux pieds, il tenait fermement sa Bible à la main, murmurant des prières à un Dieu qui, selon lui, avait guidé ses actions. Aux yeux du public, il devint un symbole du pouvoir destructeur des secrets et de la colère, un personnage tragique qui avait tout perdu dans sa quête de justice. La chute d'Elia King, qui était un pilier de la foi à une figure d'horreur, est un témoignage effrayant du pouvoir destructeur des secrets et de la trahison. Cette histoire nous rappelle que même les individus les plus vénérés ne sont pas à l'abri du chaos que les vérités cachées peuvent déclencher. Croyez-vous que les actions d'Elia étaient le résultat inévitable d'une trahison, ou a-t-il franchi une ligne qu'aucune douleur ne peut justifier? Si cette histoire vous a fait douter de tout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de récits de crimes qui dévoilent les côtés les plus sombres de l'humanité.